Quel rêve bizarre. J'en fais souvent des rêves comme ça. J'ai très envie de quelque chose et au moment où je vais l'atteindre, je me réveille. Qu'est-ce que c'est frustrant. Quelles que soient les civilisations et quelle que soit l'époque, les hommes se sont toujours questionnés à propos des rêves. Quel message portent-ils? Ont-ils un sens? Peut-on les expliquer? Quelles sont leurs fonctions? Et à quoi servent-ils? Ici, à l'hôpital de la Salpêtrière, il y a justement un service entièrement dédié à l'étude du sommeil et des rêves. Je vais aller y chercher de plus amples informations. Venez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien la neurologue responsable du service? Oui, c'est moi. Venez. Il y a différentes phases dans le sommeil. Le sommeil profond, le sommeil lent, le sommeil paradoxal. Quelle est la phase la plus propice au rêve? Nous rêvons beaucoup plus dans le sommeil paradoxal. C'est un sommeil qui survient toutes les heures et demie la nuit, qui dure une dizaine de minutes en début de nuit. Et puis les dernières phases de sommeil paradoxal en fin de nuit peuvent durer une heure et demie. C'est souvent dans ce stade-là qu'on se réveille le matin, surtout si on fait la grasse matinée. Là, les souvenirs de rêve sont beaucoup plus nets. 80% des personnes se rappellent d'un rêve. Et les rêves sont plus longs, plus imagés, avec des scénarios qui sont plus déjantés, plus bizarres. Est-ce que l'on sait de quoi les gens rêvent le plus souvent? Y a-t-il des rêves communs à tout le monde? Le prototype du rêve le plus fréquent dans la population, c'est une reproduction relativement similaire à la vie quotidienne, avec ce qui concerne la personne dans sa vie, et plutôt scénarisé sur une façon négative. 70% de nos rêves sont des petites préoccupations de la vie quotidienne. Le rêve extraordinaire, magnifique, où nous partons dans un pays fantastique, est finalement relativement rare. Le rêve d'être tout nu et d'être en public tout nu, par exemple, qui est un rêve que rapportent de temps en temps les gens et qui marque les personnes, est un rêve rare de moins de 1%. Quelles sont les techniques scientifiques utilisées pour analyser les rêves d'une personne? La technique la plus utilisée depuis plus de 300 ans, c'est de demander aux personnes de raconter leurs rêves une fois qu'elles se réveillent, puisque c'est une expérience personnelle. Par contre, depuis quelques années, on peut accéder à cette expérience personnelle par les personnes qui extériorisent leurs rêves. Par exemple, qui parlent en dormant ou qui vivent leurs rêves en bougeant dans le lit, voire en sortant du lit, comme certains somnambules. À ce moment-là, on commence à voir un petit peu leur scénario sans les réveiller eux-mêmes. Alors, on corrèle évidemment tous ces récits et ces vidéos à des enregistrements relativement complexes de l'activité du cerveau, des muscles, des yeux, de la respiration, du cœur, des mouvements des membres, avec toutes sortes de capteurs qu'on pose sur le dormeur la nuit. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je fais des cauchemars quand je dors, je suis agressif. C'est difficile pour ma compagne. Donc j'ai pris rendez-vous avec un médecin. C'est où? C'est là-bas. Par là? Oui. Ok, je te laisse. Bonne chance. Merci. Alors, vous disiez que les cauchemars avaient démarré très jeunes, vers l'âge de 10 ans à peu près? Oui, je dirais oui. Oui, très jeune, ouais. Au départ, je devais avoir 9 ans, 8 ans, 8-9 ans à peu près. Ensuite, vous m'avez dit que ça a diminué plutôt dans l'adolescence et c'est revenu maintenant ou ça diminue, mais il y en a encore actuellement à 40? J'avoue que ça dépend, c'est peut-être un incidence concernant mon corps.
Ça m'est arrivé d'être, quand j'étais seule, ça m'est arrivé de faire peur à la personne avec qui je dormais, notamment, parce que moi je pouvais pas me contrôler, hein, d'avoir des manifestations même agressives. Hein. Et quand on me racontait, la personne avec qui je dormais me racontait, je n'arrivais pas à croire, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de conflit avec une personne à l'intérieur de moi pendant mon sommeil, au moment où je dors profondément. Comme si j'avais un fantôme, une sorte de diable qui cherchait à entrer à l'intérieur de moi, cherchait à me manipuler. Actuellement, là, tout récemment, c'était une thématique de conflit, hein, vous battiez avec quelqu'un. Est-ce que c'est toujours ça, ou est-ce qu'il y a des choses comme le plafond qui s'écroule, ou des bêtes, Oui, et j'imaginais que j'ai attrapé un serpent, et en fait, quand je me réveille, c'est ma femme que j'attrape. Et seulement, j'ai pas conscience de ça. Je suis encore sur l'histoire du serpent que j'essaie d'attraper. Et elle peut souffrir, elle allume la lumière, et après je la lâche tout de suite, automatiquement, et je me mets en position de dormir. Et le lendemain matin, quand elle me dit « tu t'en souviens ?», moi je me rappelle de rien. Ce que vous avez, ça s'appelle des terreurs nocturnes. Hein. C'est une forme de somnambulisme particulier. De temps en temps, vous êtes somnambule, vous avez des déambulations calmes, vous vous retrouvez dans la cuisine, mais de temps en temps, le scénario est beaucoup plus agressif et vous le vivez vraiment jusqu'au bout. Le problème, c'est que vous l'extériorisez. Moi, je fais les mêmes cauchemars que vous, mais il reste à l'intérieur de moi. Il y a quand même des moyens d'arranger tout ça, bien que... C'est vrai qu'on le voit un peu plus chez les personnes anxieuses, mais ça n'est pas non plus le témoin d'une maladie psychiatrique. Le cerveau ne peut pas s'arrêter de penser et de créer des choses. Même en journée, on ne peut pas s'arrêter de penser. Et il ne s'arrête pas de penser pendant le sommeil. Après, ce à quoi il pense et pourquoi telle histoire et pas telle autre, c'est l'objet d'hypothèses. Par exemple, une hypothèse très en vogue actuellement est que cela sert à réviser des choses qu'on a apprises la journée ou les jours précédents. Et elle est soutenue par le fait que quand on apprend quelque chose avant de dormir, on le sait mieux le lendemain matin après avoir dormi dessus. La deuxième hypothèse, c'est celle de la simulation de la menace dans les rêves. Pourquoi autant de rêves préoccupés, avec des tas de choses qui apparaissent, de choses simples jusqu'à des catastrophes? On se fait attaquer par des gens, des bêtes, toutes sortes de choses vraiment désagréables. L'hypothèse est que si on s'entraîne dans les rêves à faire face à ces catastrophes, on sera meilleur dans la journée pour y faire face, plus rapide. Il y a aussi une hypothèse de gestion des émotions. Quand on dit que le chemin le plus court entre le désespoir et l'espoir, c'est une bonne nuit de sommeil. Et il semble que cette façon de retraiter les informations, en particulier émotives, de la journée, aide un petit peu à les rendre moins... en tout cas, à les digérer pour l'individu, à les rendre moins difficiles à vivre. J'ai toujours eu envie d'être champion de tennis. Et il y a quelques années, en dormant, j'arrive à Roland-Garros. Et en tant que joueur, et je passe les tours un à un, difficilement, mais quand même. J'arrive en finale pour affronter qui? Raphaël Nadal, qui est le plus grand joueur de tennis sur terre battue de tous les temps. Et là, à la surprise générale, après un match absolument dantesque, je bats Raphaël Nadal sur un score inimaginable, 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 23-21 au 5e set. 6h42, le match est tellement épuisant, à la fois pour les joueurs, mais même le public est aux anges. Par contre, moi, je suis épuisé et le lendemain matin, quand je me réveille, je suis sorti du lit, en nage, avec des crampes aux jambes, mais j'étais plus heureux, quoi. J'avais gagné Roland-Garros, ça n'arrivera jamais. Les progrès scientifiques ont levé un certain nombre de mystères concernant les rêves. Mais depuis un siècle, tous ces phénomènes nocturnes que sont les rêves et autres cauchemars intéressent grandement la psychanalyse. Bonjour. D'un point de vue psychique, quelles sont les fonctions du rêve?
Alors, les rêves ont trois fonctions principales. La première, et c'est là où est tout le génie de Freud, c'est qu'il a souhaité, en 1899, inaugurer bien ce qui était réellement de l'inconscient en écrivant sa Traumdeutung, c'est-à-dire l'interprétation des rêves. Et là, il nous exprime le fait que le rêve a pour fonction principale non seulement d'être la voie royale pour accéder à l'inconscient, mais également d'exprimer l'insatisfaction de nos désirs. La deuxième fonction d'un rêve, c'est de rejouer vraisemblablement un traumatisme lié à l'enfance, un événement que l'on va retranscrire à travers généralement des cauchemars et que l'on va interpréter en séance. Et puis la troisième fonction, c'est ce qu'on appelle souvent les rêves prémonitoires, mais qui ne sont absolument pas prémonitoires. C'est une sorte d'instantané au niveau du psychisme qui va induire, va nous suggérer ce qui va nous arriver dans la vie, mais que nous allons nous-mêmes provoquer. Et que pensez-vous de l'interprétation directe des rêves ? Alors en fait, l'interprétation d'un rêve n'a pas de portée thérapeutique chez nous, psychanalystes. On accueille le rêve d'un analysant parce qu'il va exprimer des émotions négatives, positives. Il nous donne un cliché sur ce qui se passe dans son activité psychique à un instant donné. Donc on va l'interpréter avec lui, mais c'est lui-même qui va nous donner les clés de la clé des songes. Par exemple, un serpent, pour un analysant, en fonction de sa vie, de sa culture, de ses religions, également ne veut pas dire la même chose. Le serpent, ça peut être un phallus, ça peut être l'ouroboros, donc le cycle de la vie, ça peut représenter également le caducée du médecin. Donc celui qui porte réellement le secret de l'interprétation des rêves, c'est l'analysant. Donc on va lui demander de participer à l'interprétation. J'ai fait un rêve il y a 2 ans. À l'époque, j'étais enceinte de mon fils et j'étais à 2-3 semaines du terme. C'était un rêve assez marquant. En fait, il y avait 2 rêves. Dans le premier, je me réveille et je n'ai plus mon gros ventre. Mon ventre est tout plat. Je dis à la sage-femme, « Vous ne m'avez pas demandé mon autorisation ? Où est mon bébé ?» Et puis après, je me retrouve à Vichy, dans la maison de ma grand-mère. Je vais dans une pièce assez sombre, plongée dans la pénombre. Et là, je vois 2 bébés, tout mignons, tous les 2 avec les cheveux bruns. Et mon compagnon a les cheveux bruns. Je regarde le plus petit et je me dis, ça doit être celui-là mon fils, et je le prends. Puis je regarde le plus grand et je me dis, mais qui va s'en occuper ? Et le rêve s'arrête là. Et ce qui s'est passé dans la réalité a correspondu à mon premier rêve. Je n'ai pas pu accoucher par voie basse comme prévu. À la dernière minute, j'ai eu une césarienne et, comme dans mon rêve, je me suis retrouvée brutalement avec un ventre tout plat. À ce moment-là, je n'avais pas encore compris la deuxième partie du rêve. Mais ce qui s'est passé quelques jours plus tard m'a éclairée. Mon compagnon a eu un accident de moto. Il a été transporté à l'hôpital. Puis il est revenu à la maison et il était immobilisé comme un bébé. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ça correspondait au rêve où j'avais 2 bébés à m'occuper. Un petit et un grand. Le plus grand, c'était lui. Qui ne s'est pas réveillé un jour impressionné par un rêve, en se disant qu'il devait bien avoir un message et un sens? Alors certains consultent un dictionnaire des rêves, d'autres vont chercher des informations sur Internet, mais il est également possible d'aller voir un onirologue, un spécialiste de l'interprétation des rêves. Justement, il y a une émission de radio consacrée à l'interprétation des rêves. Je m'y rends tout de suite, je suis curieux de voir ça. Allez. Ici et maintenant, nous accueillons sur l'antenne Vanessa. Bonsoir Vanessa. Oui, bonsoir. Alors, je vous raconte mon rêve que j'ai fait il y a quelques nuits de ça. Donc, je suis dans un endroit public et face à moi, j'ai un bassin. Dans ce bassin, en fait, je vois qu'il y a des bébés qui flottent. Et ils sont à peu près 3 ou 4, mais je dirais 3 a priori. Et ce qui, me perturbe, c'est que ces bébés, ils sont désarticulés, c'est-à-dire qu'il y a la tête d'un côté et le corps de l'autre. Donc je me dirige vers le bassin et j'en prends un. Et je l'emmène dans un service hospitalier. Et là, j'essaie de le confier à un médecin qui a l'air un peu occupé, mais bon, qui finalement accepte de s'occuper de cet enfant et puis qui
qui le prend en charge et qui essaye un peu de le recoller et qui le recolle, mais pas vraiment, quoi. Et le rêve s'arrête comme ça. Vous êtes 3 enfants? Disons que moi, j'aurais dû dans une fratrie de 3, mais j'ai perdu ma sœur et il y a eu un autre bébé qui est décédé aussi. Donc moi, je suis un enfant unique par la force des choses. Alors à ce moment-là, c'est votre milieu familial que vous voyez. Donc c'est un peu terrible, puisque là, vous prenez conscience qu'il y a eu beaucoup d'abandon, que les enfants n'ont pas pu se construire, donc vous. Et le bébé que vous prenez, c'est vous. D'accord. Et vous commencez donc à vous donner du soin. C'est comme si vous preniez conscience de la valeur que vous avez et vous commencez à essayer de vous réparer. Alors, soit c'est le médecin, c'est une partie de vous qui est en offre, soit vous consultez. Non, moi je ne consulte pas. Mais... D'accord, donc ce serait la première hypothèse. Alors, c'est vous-même qui commencez à vous donner du soin. Alors, peut-être pour que ce soit plus efficace, ce serait bien de passer par un cabinet. Hein. Alors, pour vous, quel est le rôle du rêve? À quoi sert-il? Vous pouvez nous l'expliquer? La fonction du rêve principale, pour moi, en tant qu'interprète du rêve, c'est de faire passer un message de l'inconscient au niveau du conscient. Et quelle méthode utilisez-vous pour interpréter les rêves? Parce que je suppose qu'il y en a une. Alors, je me réfère principalement à l'inconscient collectif pour interpréter un rêve, c'est-à-dire que l'inconscient produit des images, des symboles. Donc, ce soir, comme on vient de le voir, je me suis servi presque principalement des symboles universels, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire référence forcément à l'histoire du rêveur, mais à 10%, c'est vrai que quelquefois, je peux interpeller le rêveur pour savoir ce qu'un symbole qui serait particulier représente pour lui. Une nuit, j'ai rêvé, alors que je suis sourd et que je ne peux ni parler ni entendre, j'ai rêvé que j'entendais et que je parlais. Exactement comme le ferait un entendant. Comment vous pourriez interpréter ce rêve? Étant habitué à ne pas fonctionner avec le son, vous avez un système de décodage qui est très sensitif et qui n'est pas uniquement visuel, qui est basé sur des tas de signaux, qui peut être télépathique, mais qui peut être aussi sur la gestuelle, sur plein de choses, les micro-expressions. Et donc, le rêve confirme que vous entendez énormément de choses, que vous comprenez énormément de choses. Puisque entendre et comprendre, c'est la même chose. Donc, c'est un rêve de compréhension. Une nuit, j'étais dans mon lit et j'ai fait un rêve. J'étais dans un endroit plongé dans l'obscurité. Et d'un seul coup, le rideau s'ouvre. Je suis sur la scène d'un théâtre. Je danse et je chante. C'est un grand moment de joie et de bonheur. Et dans le public, il y a ma colocataire qui est venue m'écouter chanter. Elle entend ma voix. Le lendemain matin, je me réveille. Je vois ma colocataire et elle me demande « Hier soir, de quoi as-tu rêvé ?» Je lui dis « J'ai rêvé que j'étais sur scène et que je dansais, et je ne lui en dis pas plus. » Et elle me dit « Oui, et tu chantais aussi. J'ai entendu ta voix. » Ça m'a soufflé. Est-ce qu'il y a déjà eu des études comparant les rêves des entendants et les rêves des sourds-signeurs? Est-ce que ça existe? Oui, seulement depuis 1 an et dans une seule étude faite par nos collègues allemands, les rêves des personnes malentendantes ont été recueillis et celles de sujets qui entendent ont été recueillis aussi, transcrits verbalement et donnés à 4 personnes qui ne savaient pas qui étaient malentendants et qui entendaient. Et ils n'ont pas pu faire de différence sur plus de 300 rêves entre les 2 sortes de rêves. Les personnes malentendantes avaient le même type de rêve que les personnes entendantes. Donc il y avait des perceptions de sons et de paroles complexes dans le sommeil de personnes qui n'avaient pas entendu. Il arrive à certains sourds de rêver qu'ils entendent et qu'ils parlent. Comment expliquer ça? Eh bien, je vais rencontrer un psychiatre qui connaît très bien la communauté sourde. Dans le rêve, on vit toutes sortes d'expériences. Et on sait très bien que dans un rêve, tout est absolument permis. Dans le rêve, on a une modification, dans l'état de sommeil, on a une modification des perceptions sensorielles. Pourquoi ?
un sourd ne se représenterait-il pas la possibilité d'entendre, qu'il entend réellement des voix? Si on est tout à fait d'accord pour dire que les organes récepteurs des sens jouent un rôle absolument fondamental, c'est-à-dire que d'un côté, sans yeux, on ne peut pas voir, et sans oreilles, on ne peut pas entendre. D'un autre côté aussi, il est connu maintenant et il est parfaitement assuré sur le plan physiologique qu'on entend et on voit avec notre cerveau, pas avec nos oreilles et pas avec nos yeux. En consultation, si des patients vous livrent leurs rêves, comment travaillez-vous avec? Alors, ma réponse, elle est toujours que le rêve, ce sont des pensées. Et la question qui va se poser pour moi, c'est comment utiliser ce rêve pour que la personne continue de penser. Or, il y a pour moi une manière de le faire, c'est précisément d'essayer de retrouver un peu les conditions du rêve. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas simplement de dormir pendant l'entretien, mais quelque chose peut être fait par le biais ne serait-ce que d'un relâchement, c'est-à-dire d'un lâcher-prise et de quelque chose qui est déjà sur le chemin de la transe hypnotique. Alors, en quoi ça consiste? La transe hypnotique, c'est un état de confusion dans lequel on se trouve et qui permet justement de lâcher prise, de ne plus contrôler ses pensées, de faire en sorte que justement on laisse aller les choses pour que justement elles puissent se reconfigurer d'une manière originale sans qu'on cherche à les guider. Là, on va vous préparer, mettre les électrodes pour l'enregistrement pour ce soir, pour voir les différents stades du sommeil. On va vous mettre au niveau des yeux. Pourquoi? C'est pour voir les mouvements des yeux. Et surtout dans le stade de sommeil paradoxal, il y aura les yeux qui bougent sous les paupières. Ce patient est en sommeil profond et il va faire le cauchemar qu'un camion arrive sur lui. Et maintenant, il se réveille. Là, on a vu une personne qui était très agitée dans son sommeil. Elle sort même du lit. C'est assez impressionnant. Est-ce qu'il y a des traitements adaptés pour ce genre de situation? Quand c'est du somnambulisme, et c'est à ça que ça sert d'enregistrer ici, dans ce cas-là, on utilise des techniques qui sont basées plutôt sur l'hypnose. On va rassurer les personnes en hypnose, les reprogrammer, leur dire qu'ils sont dans leur lit et pas dans le cauchemar. Et dans le cas des cauchemars en sommeil paradoxal avec ACT, dans ce cas-là, on utilise des médicaments qui sont des médicaments pas très dangereux à base de mélatonine ou certains sédatifs, mais qui marchent très bien. Et dans le cas d'un cauchemar récurrent, qui revient chaque nuit, est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce qu'il y a moyen de s'en débarrasser? Quand un cauchemar revient toutes les nuits, il faut s'en débarrasser de la manière suivante. Il faut l'écrire ou le dessiner, relire, l'écrire tout de suite, le plus détaillé possible, le relire dans la journée, quand il fait beau, qu'il y a du soleil, qu'on est bien détendu, et changer la fin. Si le début du cauchemar est désagréable, il faut faire une fin agréable. Des gens vous poursuivent, vous vous échappez en ballon, ou il vous arrive quoi que ce soit, et vous en sortez. Et ce nouveau scénario, avec une fin heureuse, il faut le relire avant de dormir. Comme on mémorise dans le sommeil les choses qu'on a faites avant de dormir, ça va changer l'histoire de votre cauchemar récurrent et le faire disparaître. Vous verrez qu'il ne vous réveillera plus. J'avais un cauchemar qui revenait sans cesse, où un très gros ballon gonflait dans ma chambre jusqu'à m'étouffer. Et je me réveillais à chaque fois en cris. Et donc j'ai décidé de faire un travail sur ce rêve et de réaliser un film en utilisant des jouets que j'avais quand j'étais petite fille. Et comme ça, je pouvais jouer avec les éléments du cauchemar et le maîtriser complètement.
Et donc ce gros ballon qui me terrifiait complètement devient dans mon rêve un simple ballon de baudruche dans lequel je souffle et qui s'envole à la fin du film. Et les hurlements que je poussais sont plus que des chants d'opéra pour que ça devienne un moment de plaisir. Voilà. Et j'étais très contente puisque à la fin, quand j'ai fini de réaliser le film, eh ben, j'ai plus jamais fait ce cauchemar. Voilà. Quel drôle de rêve. Je le fais souvent. Je travaille pour l'œil et la main, je pose des questions, je fais des enquêtes, je participe à des tournages. D'où ça peut bien venir ?